Bonjour Monsieur Richard, bienvenue dans mon petit podcast. Donc, pour vous Bonjour. présenter rapidement, vous êtes un historien spécialiste des droites qui a fait ses études à l'ENS de Saint-Cloud, il me semble, et qui a enseigné à Sciences Oui. Po Rennes. Et vous avez Mhm. aussi été, enfin, votre thèse a été dirigée par Serge Burstein, si je dis pas de bêtises. Oui, René Raymond au début et Serge Verstein à la fin. Ah oui, quand même. René Raymond et Serge Burstein, c'est pas mal Mhm. comme directeur de thèse. J'ai mis 18 ans à la faire, alors il fallait bien changer Ah de oui, directeur en cours de route. 18 ans. Mais c'est les anciennes thèses, hein, c'est les thèses d'État, ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, on fait des thèses beaucoup plus courtes. Bah, justement, alors vous avez écrit un bouquin sorti en 2017, si je dis pas de bêtises, qui était l'histoire des droites en France de 1815 à nos jours, non. Et Mhm. alors, dans ce bouquin, enfin, on va parler un petit peu. Enfin, je pense que en fait, je vais refaire plutôt l'historique depuis la Révolution française. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Et après, on va discuter un petit peu de votre vision de la droite aujourd'hui. Donc, on va dire qu'au début, bon, il y a la Révolution qui se passe, voilà. Et il y a deux camps, on va dire, qui se forment, c'est-à-dire ceux qui sont pour le partisan du droit de veto du roi, donc les absolutistes, on va dire, et ceux qui sont contre. Et donc peu après, enfin, peu de temps après, on va dire qu'il y a deux camps plus ou moins qui se forment, c'est-à-dire les partisans de la République et les opposants à la République. Et donc parmi les opposants à la République, ceux qu'on appelle la droite, on a les orléanistes, qui sont plutôt partisans d'une monarchie constitutionnelle censitaire et qui sont pour Louis-Philippe, les bonapartistes qui sont partisans de Napoléon donc, et qui veulent un régime avec un chef de l'État fort et un plébiscite enfin assez régulier pour appuyer la force justement du chef de l'État. Et enfin on a les légitimistes donc qui sont plutôt la branche enfin, on va dire des ultras quoi, qui veulent le retour vraiment à l'ancien régime tel qu'il était avant la Révolution. Et donc René Raymond dit en général qu'on peut retrouver ces trois droites un petit peu régulièrement dans le temps. Donc, par exemple, les orléanistes seraient plutôt les libéraux, les bonapartistes, les gaullistes, et les légitimistes, les réactionnaires. Et vous, vous êtes plutôt en désaccord avec ça, il me semble, parce que vous identifiez plutôt huit familles de la droite, si je dis pas de bêtises. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes en désaccord avec René Raymond et pourquoi vous privilégiez une analyse différente et voilà votre analyse aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous dites, il me semble qu'il n'y a plus que deux droites, une droite néolibérale et mondialiste, et une droite nationaliste, en gros. Est-ce que j'ai bien résumé? Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, ça Le... va. oui, oui, tout à fait. Euh, alors, d'abord, je suis d'accord avec René Raymond pour dire qu'il y a plusieurs droites. Hmm. Hein. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans le langage courant, on dit toujours la droite, la gauche, être de droite, être de gauche, chercher à avoir un candidat unique de la gauche, par exemple, comme ça a été le cas le week-end dernier. Hein. Hmm. Euh, Pareil, chercher le candidat de la droite qui va rassembler la droite. Et on n'a pas à rassembler la droite s'il n'y a qu'une seule droite. Il n'y aurait qu'un candidat de façon naturelle, pareil pour les gauches. Donc il faut penser au pluriel. Hein. Il y a des familles politiques différentes. Alors après, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de les classer à droite ou à gauche, et ça a un effet dans le reste du monde, parce que la France a un des tout premiers pays au monde à avoir une vie politique démocratique et à inventer le suffrage universel masculin en plus en 1792, même si il n'a pas été en 1792, tout le monde n'est pas allé voter. Hein, il y a eu un très fort taux d'abstention. Mais bon. Hmm. Euh, et donc, quand on a fait les premiers votes à l'Assemblée nationale constituante en 1789, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait les partisans du veto du roi, donc ceux qui voulaient maintenir un régime avec un roi puissant, puisqu'il aurait eu un droit de veto contre les lois votées, et puis d'autres députés qui, eux, étaient contre le droit de veto du roi. Et il se trouve que, comme il n'y avait pas de machine électronique pour voter, on descendait pour voter et on se plaçait à gauche ou à droite du président de séance.
hein. Les députés favorables au veto royal se sont mis à droite et les opposants, ceux qui vont devenir ensuite les républicains, se sont mis à gauche. D'où cette habitude de classer à gauche et à droite les députés, et ça a continué sous la Révolution. Par exemple, les montagnards, les partisans de Robespierre, ils siègent à gauche tout en haut. Voilà. Mmh. Alors que les royalistes, ils siègent à droite de l'hémicycle de l'Assemblée. Et puis, il y a ceux qui sont en bas, qu'on appelle la plaine, parce qu'ils sont au rez-de-chaussée, si je peux dire, voilà, qu'on appelle aussi le marais, c'est les centristes, hein, ils sont entre les deux. Voilà. Donc, au départ, ce vocabulaire droite-gauche, c'est un vocabulaire géographique, si je peux dire, hein, mais qui correspond à des camps politiques différents. Voilà. Donc, je suis d'accord avec René Raymond pour dire qu'il y a des droites. Voilà. Mais je ne pense pas, en revanche, que les droites qui sont apparues pendant la Révolution sont comme décalqués aujourd'hui dans d'autres formations politiques. Mmh. Je ne le pense pas pour une simple raison, c'est que la société française a complètement changé et que les forces politiques, elles n'existent pas en dehors de la société. C'est la société qui fabrique les forces politiques, c'est pas les forces politiques qui fabriquent la société. Et comme la société a beaucoup changé, et depuis la Révolution jusqu'à nos jours, elle s'est industrialisée, elle s'est urbanisée, elle s'est scolarisée, etc. Et bien les intérêts, les besoins, les attentes, les espoirs des individus en France sont complètement différents et ont donc suscité, et puis les problèmes qu'on a à régler sont complètement différents. Et donc ça a suscité la naissance d'autres familles politiques, voilà, que les trois qu'il a désignées, qui existent toujours. Il y a toujours des monarchistes, il y a toujours des bonapartistes. Les orléanistes et les légitimistes, ils ont fusionné parce qu'il n'y a plus de descendants des Bourbons directs, il n'y a plus que des descendants des Orléans. Mmh. Il y a toujours des monarchistes, il y a toujours des bonapartistes, mais c'est complètement marginal. Et il y a d'autres familles politiques qui sont nées à côté. Voilà. Ouais, mais alors vous décrivez d'ailleurs, enfin, il y a des familles, c'est quoi les agrariens ou quand vous avez des familles, parfois je me dis, j'ai l'impression que ça correspond à rien du tout de ce que je connais politiquement, quoi. Les agrariens, vous avez raison, ça ne correspond plus à grand-chose. Mais il y en a encore. Alors, c'est un vocabulaire que j'utilise. René Raymond, il disait pas famille. Serge Bernstein, il disait plutôt culture, il dit plutôt culture politique. Moi, j'aime bien le mot famille parce que ça rappelle que la politique, c'est d'abord des individus. Alors, une Mhm. famille politique, ça peut être des millions de gens, hein, bon, des millions de personnes. Mais comme dans toutes les familles, il y a des liens, il y a des générations, il y a des mariages, il y a des divorces, il y a des branches cadettes, etc. Voilà. Et donc c'est ça les familles politiques. Donc une famille politique, c'est un ensemble de Français et de Françaises qui partagent beaucoup de choses dans leur manière d'analyser la société, de la voir et puis de concevoir l'avenir, d'espérer pour l'avenir. Alors les agrariens dont vous parlez, c'est une famille politique qui naît fin 19e siècle, début 20e siècle, au moment où la France est en pleine industrialisation. C'est la deuxième révolution industrielle. Paris est la deuxième plus grande ville du monde après Londres, etc. Voilà, on construit le métro à Paris. Et il y a toute une série de notables ruraux, mais aussi de petits paysans, hein, qui commencent à s'inquiéter de l'évolution de la société et qui se disent que si les villes dominent comme ça, si les villes se développent, continuent de se développer, il n'y aura plus de place pour l'agriculture. Et ça les inquiète parce qu'ils estiment que le fondement de la société, les gens les plus utiles, voilà, ce sont les paysans. Qu'on a besoin de paysans, on a besoin de petits paysans propriétaires, et qu'il faut donc défendre cette paysannerie, défendre cette population rurale. Voilà les agrariens. Mm. Il en reste un candidat aujourd'hui, enfin il ne sera pas candidat d'ailleurs peut-être, c'est Jean Lassalle, Ah oui, qui est un paysan oui, et c'est qui sûr. défend une vision de la société, qui défend la ruralité, hein, qui explique que c'est dans les campagnes, on n'est pas complètement, comment dire, idiot, abruti, que c'est une vie aussi passionnante, que la France a besoin de paysans, a besoin de villages,
Donc les agrariens, ce sont ces gens, et avec des modes de vie. Voilà, c'est ce qui a donné, dans les années 90, en réaction aux écologistes d'ailleurs, le mouvement chasse, pêche, nature et tradition. Mmh. Voilà. Eux, ce sont des agrariens, parce qu'ils pensent, pour eux, ce qui est fondamental dans la vie, c'est la ruralité, le monde agricole, la paysannerie, la production de la nourriture, l'élevage, la vie près de la nature. Donc, et ils n'ont pas du tout, bien sûr, la même vision de la nature que les écologistes qui sont des classes moyennes intellectuelles parisiennes. Hein. C'est pas la même manière de la pratiquer. Et alors, en 2017, si je comprends bien, donc, votre idée, c'était, disons que la droite a réussi à imposer un thème qui était la nation. Et donc, il a fallu se positionner autour de ce thème de la nation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut garder la nation ou alors se fondre dans un ensemble plus grand. Et donc là, il y aurait deux camps qui s'opposent, c'est-à-dire le camp des nationalistes, donc Marine Le Pen, quoi, et le camp des libéraux mondialistes, donc Macron, en gros. Mais aujourd'hui, on voit qu'à la présidentielle, il y a quatre candidats de la droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça remet en question votre thèse ou alors Il y a 4 candidats, mais il y a 2 familles. Hein, Ah oui. parce que Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, en gros, ils pensent la même chose. Alors après, il y a la tactique électorale, hein, on Hmm. pourra revenir sur la campagne de Valérie Pécresse, mais en gros, ils pensent la même chose. Et puis, il y a Marine Le Pen et Éric Zemmour qui, en gros, disent la même chose. Alors, euh, l'arrivée du thème de la nation dans enfin, ce que j'appelle la question nationale, moi, hein, dans le débat politique, ça ne date pas de 2017. Hein, Oui. ça date des années 1980. Voilà. Au moment justement où le Front National a fait une percée électorale en 1984 en ayant atteint 10% des voix aux élections européennes de 1984. Mais il y a eu des nationalistes avant. Hein, il y a des nationalistes depuis la fin du 19e siècle. En fait, les nationalistes, ce sont des individus pour qui l'unité de la nation, la grandeur de la France, euh, la nécessité de se protéger contre ses ennemis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, se protéger aussi contre les, entre guillemets, invasions étrangères, l'immigration, puisqu'il y a beaucoup d'immigration en France depuis le 19e siècle pour alimenter la machine industrielle. Hein. On pourra revenir sur les raisons de ce phénomène. Pour eux, donc, la nation est l'élément central dans la vie collective. Il faut d'abord défendre la nation, son unité, la protéger avec des frontières sûres, etc. Euh, Ces nationalistes, ils ont triomphé, si on peut dire, dans la débâcle en 1940. Hein. Ils ont réussi à s'emparer du pouvoir avec le maréchal Pétain, mais ils ont été complètement discrédités, délégitimés très vite, hein, et en 1944, ils sont balayés. Voilà. Donc les nationalistes ensuite sont très peu nombreux sous la 4e et la 5e République. Mais ils reviennent sur le devant de la scène avec Jean-Marie Le Pen et le Front National dans les années 80, parce que en France, toute une série d'individus s'inquiètent de la disparition de la nation française, menacée par la construction européenne sur un mode fédéraliste, hein, qui dissout les frontières et qui fait passer les lieux de décision politique, hein, de la France, de Paris, à Bruxelles. Et c'est contre cela, hein, que les nationalistes s'insurgent, estimant qu'il faut sauver la France, protéger la France, sa grandeur, son unité, sa culture, son histoire, etc., sa civilisation, ses frontières, sa population, qu'il faut les protéger contre le mondialisme, comme disait Jean-Marie Le Pen, le cosmopolitisme, ou tout simplement l'européisme. Hein. Il faut protéger la France contre sa dilution dans l'Union européenne. Et à partir des années 80, les nationalistes n'ont cessé de progresser jusqu'à aujourd'hui sans doute représenter entre 35 et peut-être
40% de l'électorat, c'est-à-dire une masse assez Mmh. considérable de l'électorat qui va voter, hein, Oui, oui, bien sûr. Oui, il y a pas les abstentionnistes. des électeurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'abstention, hein, donc c'est pas 40% de la population dans son ensemble. Mais alors, justement, comment expliquer que bon, il y ait autant de gens finalement qui soient de droite aujourd'hui et si peu de gens qui soient de gauche, quoi? Parce que finalement, si je comprends bien, enfin, il restera plus que deux droites et donc une des droites va devenir la nouvelle gauche, quoi. Alors, d'abord, je pense que les droites ne sont fortes, on ne peut comprendre la vie politique que quand on la regarde dans son ensemble. Mhm. Et je pense que les droites ne sont fortes que parce que les gauches sont faibles. Ce que je veux dire, c'est que ce qui apparaît, ce qui est qualifié souvent de droitisation, est en fait le résultat de l'abstentionnisme de l'électorat des gauches. Il y a encore beaucoup de gens de gauche, peut-être un peu moins que de gens de droite actuellement, je vous l'accorde, mais il y a encore beaucoup de gens de gauche. Mais pour beaucoup d'entre eux, ils ne vont pas voter, notamment dans les classes populaires et dans la jeunesse. Et donc cet abstentionnisme massif, hein, qui représente des millions de personnes, même plus, hein, aux dernières présidentielles, c'est considérable l'abstentionnisme. Des gens qui votent blanc au second tour, parce que quand il y a deux candidats de droite et qu'on est de gauche, on a envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Ils sont très nombreux, mais ils n'arrivent pas, il n'y a pas de force politique capable de porter leurs paroles, d'exprimer ce qu'ils pensent, de les mobiliser, voilà, de les motiver. Ce qui explique que les droites l'emportent et que le combat est entre deux droites aujourd'hui. Le combat principal, au second tour de la présidentielle, hein, c'est entre deux droites. Parce que on a le droit de s'abstenir, on a le droit de voter blanc. C'est voilà, des millions de gens qui le font. Voilà, bon. Moi-même, ça m'est arrivé de m'abstenir dans des élections. Hein, bon. Mais quand on s'abstient, on n'a pas voix au chapitre. On voit au chapitre que les gens qui votent. Mm. Parce qu'à la fin, on ne compte que les voix des gens qui ont voté, qui ont exprimé un avis ou un autre, et on départage sur cette base-là. Voilà. Ouais, D'où le fait que les gauches sont mal. mais enfin, Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas censé incarner avec la France Insoumise ce mouvement qui devait rassembler un petit peu toute la gauche, enfin hostile au PS, quoi, on va dire. Enfin, comment ça se fait qu'il ait échoué, quoi? Ah, d'abord, il n'a pas échoué, les élections n'ont pas eu lieu encore. Oui, d'accord, mais bon, Hein, il y a voilà. beaucoup de Bon, candidatures, il a du mal à. pour le moment, c'est difficile. Les choses peuvent changer en 2 mois, on ne sait pas hein, comment sera le résultat. Hein. Et pour l'instant, il a assez peu de chances d'arriver au second tour, mais on ne sait jamais. C'est pas, la porte n'est pas complètement fermée. Pour les autres candidats de gauche, si, c'est probable qu'ils n'arriveront pas au second tour. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas joué. Hein. Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas à incarner toute la gauche, toutes les gauches? Parce Oui. qu'il représente une sorte, une gauche. Euh, alors, il en représente, il essaie d'en représenter beaucoup, parce que c'est un ancien socialiste qui encore, quand il était très jeune, était un trotskiste lambertiste, qui a fait alliance avec le Parti communiste et qui, dans son programme, met beaucoup de choses, beaucoup d'éléments sur l'écologie. Donc, il essaye de souder hein, tout ça. Mm. Il essaye de faire un programme qui puisse attirer beaucoup d'électeurs et d'électrices de gauche. Mais il n'y arrive pas pour deux raisons. Un, sa personne et un certain nombre de ses choix, hein, et notamment des choix étonnants, c'est pas tant son programme, hein, mais ses choix personnels étonnants qui consistent à être finalement à refuser de critiquer Vladimir Poutine, refuser de critiquer Assad en Syrie, être pour Chavez au Venezuela et ses successeurs. Voyez. Toute une série donc de prises de position qui montrent qu'il soutient des dictateurs. Et donc ça choque un certain nombre de gens de gauche. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas construit un parti capable de rassembler, de mobiliser des centaines de milliers de personnes pour faire sa campagne
mais aussi pour faire du porte-à-porte, etc., hein, parce que son parti n'est pas un vrai parti. La France insoumise, c'est un parti, on s'y inscrit en cliquant sur son écran, sur son clavier, et voilà. Mais c'est pas un parti avec une vie démocratique, des réunions de comités, de fédérations départementales, des congrès, etc. Mmh. Il a refusé de faire un grand parti de masse, probablement pour pouvoir continuer, pas être ennuyé par son parti, pouvoir faire un peu ce qu'il veut, hein. Diriger son parti avec ses 7 ou 8 vieux camarades qu'il connaît depuis des décennies, et il dirige le parti depuis chez lui, en quelque sorte, si je peux dire un peu Oui. familièrement, hein. Voilà, voilà. Et donc, ça, c'est un obstacle. Voilà. C'est un choix qui n'est sans doute pas favorable pour que les gauches puissent reprendre du poil de la bête, hein. Il n'y a aucun rapport avec le temps où le Parti communiste français avait 600 000 membres, par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Autrement, moi j'aimerais du coup revenir sur le vocabulaire, puisque quand vous décidez de mettre deux camps, donc c'est-à-dire les néolibéraux contre les nationalistes, en réalité, si on regarde aujourd'hui dans le spectre politique, il y a très peu de gens qui se revendiquent néolibéraux ou nationalistes. Alors, vous pensez que ça fait peur de se revendiquer cette étiquette, ou alors, enfin, pourquoi vous utilisez ces étiquettes-là en fait, qui à chaque fois finalement sont rejetées par les gens de ces bords-là? Alors ça, c'est très compliqué. C'est le problème du vocabulaire en histoire, hein, mais c'est pareil en sciences politiques. Comment qualifier les gens? Hmm. Les gaullistes se qualifiaient gaullistes alors que le général de Gaulle n'aimait pas qu'on dise gaulliste. Bon, Oui. bon, voilà, c'est comme ça. Les communistes, bah, il y a les communistes du Parti communiste, mais les gens du NPA, de lutte ouvrière, etc., se disent communistes aussi. Hmm. Donc on peut se dire communiste, mais dans différents partis. Voyez. Oui, oui. Euh, ce que j'appelle nationaliste, c'est ce que l'on appelle couramment dans le langage journalistique qui est courant, l'extrême droite. Hmm. Moi, je ne les appelle pas extrême droite, parce que extrême droite, ça signifierait qu'il y a une seule droite avec des nuances dedans. Il y aurait des nuances, il y aurait la droite extrême, la droite modérée, etc. Donc, il y aurait une droite avec des couleurs un peu différentes. On irait, vous voyez, du bleu pâle au bleu marine, Hmm. hein, si on peut dire. Euh, alors qu'en réalité, il y a plusieurs droites. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas extrême droite. Et puis, moi, je trouve qu'ils ne sont pas plus extrémistes que les néolibéraux, Emmanuel Macron, par exemple, qui est extrêmement néolibéral. Hmm. Et, hein, bon. Alors, je les appelle, moi, nationalistes, parce que pour eux, l'idée fondamentale dans leur programme, dans leur vision des choses, c'est que l'humanité est organisée en nations. Et que un être humain, il a une nationalité. C'est ça qui compte, qui prime tout. Et on doit donc défendre la nation, en l'occurrence la nation française, on doit la défendre contre tout ce qui la menace. C'est la priorité. Voilà. Alors que, vous savez bien, pour les communistes, par exemple, la priorité, c'est pas de défendre la nation, c'est de défendre les salariés contre l'exploitation capitaliste. Oui. Donc chacun voit midi à sa porte, hein. Oui, oui. Voilà. Bon. Alors ça ne veut pas dire que tous les ouvriers sont anticapitalistes, hein. Il y a des ouvriers qui pensent que l'essentiel, c'est de protéger la nation, parce qu'ils n'ont pas envie d'être concurrencés par des immigrés qu'on paye moins cher et qui, entre guillemets, leur prennent leur travail, même si c'est pas vrai, mais voilà. Hmm. Bon. Mais vous voyez, j'essaie de trouver des mots qui correspondent à la réalité des programmes. Voilà. Et les néolibéraux, moi je les appelle les néolibéraux européistes, hein, eh bien, ce sont des partisans du capitalisme, mondialisé, mais bon, il l'a toujours été plus ou moins, hein. Euh, donc des partisans, des défenseurs du capitalisme, pour qui c'est le meilleur système économique qui existe, c'est avec le capitalisme qu'on va être heureux et que toute l'humanité sera heureuse. Pourquoi néo? Bah parce que les libéraux, jusque entre les deux guerres, ils estimaient que l'État ne devait pas s'occuper d'économie.
Il devait laisser faire les patrons. Mais depuis l'après-guerre, Jean Monnet, etc., la planification indicative, les néolibéraux ont compris que face aux adversaires, à leurs adversaires, il fallait que l'État intervienne et que l'État lui-même défende le capitalisme, que l'État serve le capitalisme, Hmm. qu'il fasse des lois qui garantissent le capitalisme dans la durée. Les néolibéraux, c'est ça. Ce sont des libéraux au sens où ils se disent pas pro-capitalistes, ils se disent libéraux. Ça veut dire pro-capitalistes, avec l'État qui les aide. Voilà. Et je les appelle européistes parce que pour eux, l'horizon, c'est l'Union européenne. Voilà. Et alors, est-ce que les sociodémocrates, par exemple, ils se fondent dans la famille néolibérale? Ah ben, les sociodémocrates, quand ils étaient sociodémocrates, on ne pouvait pas les confondre. Ils étaient sociodémocrates, socialistes. Hmm. Hein. Ils étaient pour une intervention de l'État dans l'économie, sans remettre en cause le capitalisme complètement, mais en imposant des réformes sociales assez considérables et très larges, hein, qui gênaient les patrons, manifestement. C'est un des grands problèmes des gauches en France, mais à l'échelle de l'Europe en entier, hein, en général. Ces partis sociaux-démocrates, depuis les années 80-90, ont peu à peu abandonné leur programme socialiste pour se rallier aux théories néolibérales. Voilà. Et donc, un homme comme Dominique Strauss-Kahn, par exemple, hein, au début de sa carrière, il est socialiste, mais assez vite, il devient néolibéral, au point même qu'on peut l'élire directeur du FMI. Bon, quand même, la preuve qu'on ne redoutait pas beaucoup ses opinions politiques, sinon on ne l'aurait pas élu à cette place. Hein. Et du coup, il n'est plus de gauche. Parce que quand on est dans une famille politique, on n'est pas dans une famille. Quand on naît dans une famille politique, naît au sens de naître, hein, on n'y est pas arrivé jusqu'à la fin de sa vie. On peut changer. Oui. Les individus, ils changent d'opinion. Hein. Ils changent d'opinion ou ils n'en changent pas. Mais ils en changent, ils évoluent souvent, tout simplement parce que leur vie est longue et qu'ils rencontrent des situations sociales, politiques, des guerres éventuellement même, hein, qui bouleversent leur manière de voir les choses et qui leur font prendre conscience d'autres types de problèmes. Voilà. Par exemple, il y a toute une série de gens aujourd'hui qui sont écologistes et qui ne l'étaient pas il y a 30 ans dans ma génération. Hein, parce qu'ils ont compris que c'était un problème, oui, par exemple. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils votent pour les Verts, mais ils ont compris que c'était un nouveau problème qui apparaissait et auquel il fallait essayer de répondre politiquement. D'accord. Et il y a une Je ne sais pas partie. si je suis assez clair. Non, non, c'est clair pour le coup, il n'y a pas de souci. Mais alors, du coup, il y a une partie de la gauche qui rejette justement le Parti socialiste parce que il aurait basculé vers le néolibéralisme. Vous en pensez quoi? Le PS, il est toujours de gauche ou alors on peut dire que c'est un parti de droite? Alors, le PS en tant que tel, il est toujours PS et il est toujours socialiste. Il ne se revendique pas de droite. Mais le problème, c'est qu'il n'existe presque plus, le PS. Hein. Oui. Beaucoup de socialistes sont passés chez Emmanuel Macron, qui est un et Emmanuel Macron lui-même, qui a été adhérent au Parti socialiste très peu de temps, hein, 3-4 ans hein, seulement. Il n'a pas abusé. Hein. Parce qu'il y a aussi des personnes, ça compte ça, hein, qui adhèrent à un parti non pas par conviction profonde, philosophique, mais parce que ça va les servir dans leur carrière. Oui. Ça, c'est une petite minorité, c'est ni vous ni moi. Mais c'est des individus qui ont des grandes ambitions nationales, de promotion, etc. Voilà. Ils peuvent se servir d'un parti pour cela. Hein. Bon. Et donc aujourd'hui, la majorité des socialistes, eh bien, elle est partie. Alors, soit ils s'abstiennent, soit ils sont partis chez Emmanuel Macron. Voilà. Mhm. Et ceux qui sont partis chez Emmanuel Macron, ils ne sont plus de gauche. Voilà. Et ça contribue à affaiblir les gauches. Alors par Est-ce exemple, que j'en ai je me qui. fais bien comprendre? Oui, 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 non, c'est clair. Mais il y en a qui vont dire par exemple Hidalgo, finalement, c'est pas.
Enfin, ou Christiane Taubira, c'est pas tant socialiste que ça. Bah, Christiane Taubira, elle n'est pas socialiste puisqu'elle l'a jamais été, hein. Elle est adhérente, elle a été adhérente du Parti radical de gauche, pas toujours de gauche d'ailleurs, parce qu'elle a été aussi au Parti radical du temps où Bernard Tapie dirigeait le Parti radical aile droite. Bon, ça c'est la cuisine partisane. C'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y reconnaître Ouais. dedans, hein. Euh, Elle se dit de gauche. Alors, on va revenir à Anne Hidalgo. Mm. Elle est socialiste toujours. Elle dirige la capitale, elle est maire de la capitale. Est-ce qu'elle est encore de gauche? Alors, elle est toujours au Parti socialiste. Le Parti socialiste n'est pas allié à Emmanuel Macron et il n'est pas au pouvoir. Donc, il n'est pas dans la coalition du pouvoir, hein. Mais le programme qu'Anne Hidalgo défend n'est pas un programme véritablement de gauche, même s'il y a des mesures dedans qui peuvent plaire aux gens de gauche, parce qu'elle elle est gênée. Si elle veut récupérer son électorat qui est parti chez Emmanuel Macron, elle ne peut pas faire n'importe quel programme, vous voyez. Oui. En fait, elle est prisonnière de son parti qui est devenu tout petit, très réduit, qui va peut-être même disparaître. Là. On va peut-être voir la fin du Parti socialiste. Enfin, il restera un petit morceau toujours, hein, comme le Parti communiste, mais il va disparaître quasiment. Et donc, bah, la question des socialistes ne se posera plus vraiment. Voilà. Vous parliez justement du Parti communiste, mais on voit que Roussel, quand même, il arrive un peu à se faire une place dans cette présidentielle, sans que ce soit impressionnant, quoi. Mais Ah non, c'est pas impressionnant, hein, parce que vous imaginez le Parti communiste à la Libération, c'était oui, 28,5% des voix. oui, oui, c'est vrai. Donc, bon, c'était à l'Assemblée nationale 185 députés. Bon, aujourd'hui, ils en ont 14. Mais C'est d'ailleurs, pas. enfin, c'est bien que vous parliez de ça parce que vous avez cité un parti que je connaissais absolument pas, c'est le Parti social français. Apparemment, c'était le plus grand Oui. parti de droite historiquement en termes d'adhérents. Et aujourd'hui, Mmh. personne ne sait ce que c'est comme parti, quoi. Enfin, je connais pas enfin, une seule personne qui serait capable de me dire ce qu'est le Parti social français. Au début, moi, je pensais que c'était Parti socialiste. Je disais mal, mais non. Non, donc, Dans le Parti social français, donc c'est un parti qui existe peu de temps, hein, entre 1936 et 1942. C'est un parti qui est en fait la transformation de la Ligue des Croix de Feu, Ligue d'anciens combattants nationalistes et mhm, catholiques conservateurs. Transformation de cette ligue, dissoute par le Front populaire, transformation de cette ligue en parti politique. Voilà. Donc c'est un parti nationaliste, un parti de droite nationaliste, qui a eu jusqu'à 1 200 000 adhérents sans doute au début de l'année 1939, qui est donc le plus grand parti que la France a jamais connu, et qui était dirigé par un lieutenant-colonel catholique très pratiquant qui s'appelait François Delarocque, et qui était un anticommuniste acharné, catholique, conservateur, et en même temps social, enfin, qui essayait qui a fait ce parti pour essayer d'arracher les classes populaires à l'influence des rouges. Voilà. mm. En développant une politique catholique sociale d'entente entre les classes, voilà, bon, qui n'a pas eu le temps de fonctionner, hein, le parti ne dure pas longtemps. Il est interdit par les Allemands en 1942 et Larocque meurt en 1946. Il a été déporté, il est malade, il meurt. Euh, mais une partie de ses adhérents a ensuite rejoint De Gaulle Ouais. dans le RPF en 1947. Parce que dans le gaullisme, c'est un nationalisme, mais il y a un côté aussi social ou catholique social, comme De Mm. Gaulle l'était. Et en même temps qui accepte la République. Hein. Ce ne sont pas des catholiques monarchistes qui ne pensent que par la restauration de la monarchie, etc. C'est pas le cas. Ouais, mais C'est après, compliqué, enfin, hein.
Ouais, aujourd'hui, non, mais même aujourd'hui, ça devient assez ambigu parce que, bon, enfin, si on prend l'exemple de Zemmour, par exemple, il est soutenu par l'Action française, il me semble. Oui, La plupart des réactionnaires se rallient à lui, et pourtant il affiche enfin, il essaie d'afficher une position qui est en gros républicaine et assimilationniste, alors qu'il a un peu tous les identitaires et les royalistes qui se rallient à lui, quoi. Donc, ouais. Alors, c'est ça qui est extrêmement compliqué quand on étudie l'histoire politique et qu'on observe la vie politique, déjà, avant de l'étudier, qu'on l'observe, c'est le vocabulaire. C'est la différence entre ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ce que les gens font. hmm. Voilà. Euh, et et il faut apprendre à regarder sous les mots, ce qui se cache sous les mots. Voilà. Alors, bien sûr que Éric Zemmour est républicain. Il n'a pas envie de revenir à la monarchie. Et même les gens de l'Action française qui le soutiennent, ils sont monarchistes. Hein. Mais quand même, ils savent bien que c'est pas possible. Hein. Ils ont bien compris que ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, tout le monde est républicain. On vit en république, tout le monde est républicain. Mais de quelle république est-ce que l'on parle? Est-ce qu'on parle d'une république conservatrice, catholique, intégriste, et puis xénophobe, comme Éric Zemmour, ou bien est-ce qu'on parle d'une république sociale, féministe, je ne sais pas quoi encore, démocratique et tout ce qu'on veut? C'est pas la même république. Hmm. Et donc, se prétendre républicain n'explique rien, voilà, ne dit rien de ce que l'on pense en réalité. Et puis l'Action française, faut pas trop quand même, faut pas trop tout de même s'inquiéter. Hein. Éric Zemmour est soutenu par l'Action française. Bon, c'est quelques centaines de personnes maximum sur 68 millions d'habitants. Donc, c'est pas ça qui va faire la différence. Hein. Oui, oui, non, clairement. Non, mais il y a quand même, enfin, on voit qu'il y a il y a des concepts un petit peu bizarres de temps en temps. Même historiquement, je crois que, enfin, par moment, il y avait des ralliements des orléanistes à la République, par moment. Enfin, Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr, il y a des ralliements. Par exemple, les orléanistes, ceux qui étaient pour la monarchie à l'anglaise, la monarchie censitaire, où le droit de vote était réservé aux riches, les orléanistes, comme Adolphe Thiers, se sont ralliés à la République comment dire, raison. Ils se sont fait une raison. Ils se sont dit, bon, ben voilà, les républicains ont gagné, on va les rejoindre les républicains, mais on va les rejoindre les républicains modérés pour hmm. éviter que les républicains radicaux et les républicains socialistes ne l'emportent. Voilà. Et du coup, les orléanistes, dans leur très grande majorité, sont devenus des républicains modérés. Voilà. Alors, Éric Zemmour, c'est compliqué parce que c'est tout neuf. On n'a pas beaucoup de, Oui. de recul chronologique pour juger de ses évolutions. Hein. Il débarque là dans la vie politique depuis peu de temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est nationaliste. Voilà. Tout son Oui, discours ça a tourne l'air autour de la sûr. défense de la nation. Hein, et c'est un nationaliste identitaire, pur et dur. Mais lui, Voilà. enfin, a l'air de se mettre plutôt bonapartiste et héritier du RPR, donc c'est un peu. Oui. Ça, c'est pour brouiller les cartes. C'est le roi du brouillage des cartes. Il arrive même à se faire passer pour un bon historien. Hein, parce qu'il fait des références historiques sans cesse. Alors, il y a des gens que ça impressionne, on dit, oh là, qu'est-ce qu'il est cultivé, Éric Zemmour, il connaît bien Bon, l'histoire de France. il sort les mêmes citations à chaque fois quand même. C'est toujours. Oui, et puis oui, il a écrit des ouvrages très longs aussi d'histoire, où il parle de l'histoire de France. C'est quand même assez impressionnant. C'est quand même assez rare de voir quelqu'un qui fait autant de fautes, qui dit autant de bêtises quand il fait de l'histoire. Tout en étant admiré comme un bon historien. C'est impressionnant. Hein. Il est mauvais. En fait, il instrumentalise l'histoire, il tord les événements à sa manière, il sélectionne ceux qui l'intéressent pour servir sa cause. Et puis, il brouille les cartes, il dit je suis bonapartiste, je suis gaulliste, je suis ceci, je suis cela, pour qu'on ait du mal à le situer. Hmm. Voilà. Parce que dans la vie politique, pour essayer de l'emporter, on peut aussi l'emporter en essayant d'être ambigu, de faire plaisir à plusieurs camps différents, Oui. ce qui est une forme de mensonge, d'ailleurs. Mais le mensonge est fréquent en politique, hein, où
des illusions. Voilà. Et donc, être un citoyen averti, eh bien, c'est être un citoyen qui a assez d'expérience et d'esprit critique pour repérer, démêler le vrai du faux. C'est difficile parce que ça prend du temps. Oui, c'est sûr. Il faut du temps pour ça. Et alors, bon, Et ça quand fait... on travaille, on n'a pas le temps de tout faire. Oui, Hein. ça c'est oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'a pas le temps. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a Voilà, beaucoup de gens exactement. qui n'ont pas le temps de Ben s'intéresser à oui, tout ça. C'est pour ça qu'il faut ben essayer de oui, leur donner les clés pour comprendre, quoi. exactement, Et bon, exactement. d'ailleurs, justement, en parlant de clés, en fait, ça fait depuis longtemps qu'on parle du clivage gauche-droite, mais en réalité, comment est-ce qu'on définirait la frontière? Parce qu'on dit telle personne est de gauche, telle personne est de droite, mais aujourd'hui, ce serait quoi, donc, finalement, la frontière? Parce que vous me dites que la gauche est en train de disparaître. Donc, finalement, on la Les place où? gauches. Les gauches, pardon, sont en train de disparaître. Alors, c'est une frontière mouvante. Hmm. Hein. Euh, mais pour comprendre, il faut repartir du début que vous avez expliqué au début de l'entretien. Euh, Pendant la Révolution et la période de l'Empire, enfin, quand on se retrouve en 1815, hein, une fois qu'il y a eu Waterloo, bon, on a quatre grands partis, on a quatre grandes familles politiques. Voilà. Il y a la famille légitimiste, ceux qui veulent revenir à avant 89. Il y a la famille orléaniste, qu'on appelle les libéraux à cette époque-là. Les légitimistes, on les appelle les ultras, comme vous l'avez dit. Les libéraux, les orléanistes, qui veulent une monarchie à l'anglaise, donc un roi, mais aussi un parlement, élu par les plus riches seulement, pas par la masse des pauvres. Bon. Et puis des bonapartistes qui, eux, ne rêvent que d'un retour de l'empereur, puis de son fils, etc. Et pour qui ce qui compte, c'est que le pays soit dirigé par un chef prestigieux. Et puis il y a un quatrième parti, c'est les républicains, pour qui l'essentiel, c'est le suffrage universel masculin, à cette époque-là, et la souveraineté populaire. C'est le peuple qui est le souverain. Voilà. Et donc à partir de là, il y a un clivage entre deux blocs. Il y a ceux pour qui le souverain, celui qui exerce le pouvoir en dernière instance, c'est le peuple. Et il y a tous ceux pour qui le souverain, c'est une personne. Hmm. Un roi, Bourbon, un roi Orléans ou un Bonaparte. Ce qu'on appelle, les républicains appellent ça les tenants du pouvoir personnel. Hein. Donc, et ça fait une ligne de clivage très forte. Ceux qui sont pour un pouvoir incarné dans une personne et ceux qui sont pour que le pouvoir, ce soit le peuple. Ça fait le clivage entre gauche et droite. Voilà. Il y a des droites, et il y a un parti républicain ils sont unis, au début ils sont unis, ils ne sont pas tous d'accord sur tout, mais ils font bloc contre les trois autres. Voilà. Donc gauche-droite, c'est ça. C'est républicains et les autres. Et puis à un moment, il faut aller vite, hein, fin 19e, c'est les républicains qui gagnent, c'est la République qui s'installe. Et les autres, bonapartistes, monarchistes, ils passent à la trappe, ils deviennent tout à fait minoritaires, secondaires, enfin, ils ne comptent plus beaucoup. Mais ces républicains, eux-mêmes, vont se diviser. Une fois qu'ils ont triomphé, ils se divisent. Les républicains modérés, libéraux, ceux qui acceptent qu'il y a la République, le suffrage universel masculin, les libertés publiques, tout ça, mais il y a le capitalisme aussi. Et puis, les républicains socialistes, qui, eux, estiment que la République, elle doit aussi être sociale. C'est-à-dire que, en fait, les lois de la République, la devise de la République doit s'adapter, doit s'appliquer aussi dans le travail, dans les lieux de travail, dans les usines, dans les mines, etc. Hmm. Et qui donc, il faut appliquer liberté, égalité, fraternité sur les lieux de travail. Ce qui n'est pas très capitaliste. Hein. Bah après, on peut Si imaginer vous des scopes décidez dans une éventuellement. usine qu'il y a égalité entre les patrons et les salariés, c'est terminé, il n'y a plus de capitalisme. Oui, après, on peut imaginer des scopes dans le système capitaliste quand même. Enfin, c'est pas ce qui marche le Ah oui, plus, mais mais les scopes, elles sont à côté du système. Si vous transformez toute la société en oui, scope, on n'est plus dans le capitalisme. Hein, effectivement, effectivement. d'accord.
Voilà. Et donc, c'est sur la question sociale que s'est fait le clivage. Tout le monde est devenu républicain, on laisse à part la petite minorité monarchiste qui compte pas, hein, la petite minorité bonapartiste, quelques milliers d'individus. Et donc le clivage s'est fait sur la question sociale. Il y avait les républicains libéraux ou démocrates chrétiens ou agrariens qui étaient en gros pour le capitalisme. Et puis il y avait les républicains socialistes ou communistes, hein, ou anarchistes qui étaient contre le capitalisme. Alors après, avec des degrés Hmm. entre socialistes et communistes, des degrés dans les réformes, dans la rapidité des réformes, dans l'intensité des réformes. Mais ils étaient capables de se retrouver, de faire bloc, de s'allier, et donc de faire une union des gauches contre une union des droites. Donc là, le front entre gauche et droite, il n'est plus sur la question du régime politique, il est sur la question, le régime c'est tranché, c'est la République, il s'agit de savoir si la République va être sociale ou non. Mais aujourd'hui, les gauches ne sont plus capables d'imposer ce clivage. Hmm. Et les gauches sont devenues trop faibles pour que la vie politique s'organise autour de ça. Et donc, c'est les nationalistes qui ont réussi à imposer leur idée, leur clivage sur la question nationale. Parce qu'eux, ils sont forts, ils sont devenus forts. Ils sont devenus forts parce que les gauches sont devenues faibles. Oui. Pourquoi elles sont devenues faibles? Le PS a abandonné son programme en 1983-84. Il a renoncé à changer la vie. Voilà. C'était le nom du programme du PS dans les années 70, changer la vie. Il a renoncé à lutter contre le capitalisme. Et le PCF s'est effondré parce qu'il n'a pas été capable de se séparer, de couper les ponts avec l'Union soviétique, un régime qui lui-même a fait faillite. Hmm. Voilà. Et après, vous ajoutez le chômage de masse qui a liquidé des millions d'emplois, et notamment d'emplois ouvriers, qui a affaibli les syndicats. Eh bien, vous avez des gauches qui sont faibles et donc plus assez, qui n'ont plus assez de force pour imposer dans le débat public, par la masse de leurs militants, etc., à imposer le débat sur la question sociale. Oui. C'est clair? Ouais, ouais, non, c'est clair. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que le capitalisme, il a muté, enfin, la situation d'un ouvrier, par exemple, n'est pas la même au siècle dernier que maintenant. Donc, les ouvriers ont l'air de se Oui, rallier alors, plus au capitalisme aujourd'hui qu'avant. oui, bon, ça demande à être vérifié hein, quand Oui, enfin, même. en tout cas, ils votent de Alors, moins c'est en moins à vrai que gauche. non, le sort des ouvriers n'est plus le même qu'au 19e. Mais s'il n'est plus le même, c'est pas grâce au capitalisme. Hmm. C'est grâce aux grèves Oui, et aux luttes. oui. C'est des conquêtes. Hein. C'est des conquêtes qui ont été faites. Des conquêtes qui, quand on n'est plus capable de les défendre, sont perdues. Vous voyez, la retraite à 60 ans, hop, c'est fini. Parce que les gauches sont plus capables de défendre ça. Hein. Mhm. Le SMIC, le salaire minimum, quand il est créé après 68, c'est une conquête de 68, il est prévu qu'il doit augmenter plus vite que la moyenne des salaires, de façon à réduire petit à petit l'écart. Aujourd'hui, les gauches sont incapables d'imposer ça, et le SMIC, il augmente moins vite que les salaires, et donc les écarts se creusent à nouveau beaucoup. Vous voyez. Donc, comment dire, la vie des ouvriers n'est pas la même, c'est clair. Mais ce que le capitalisme a fait, c'est petit à petit de développer toute une propagande extérieure au travail, extérieure au temps de travail, hein, à travers la publicité essentiellement, hein, et la société de consommation, pour convaincre la majorité des individus que le capitalisme, c'est le meilleur système. Mais c'est un travail de conviction qui a été mené de façon permanente, jour après jour, heure après heure, minute après minute, contre les communistes, contre les socialistes. Démontré par la publicité et par la société de consommation que le capitalisme, c'est le meilleur système. Et vous voyez, aujourd'hui, tout le monde, c'est formidable la vie, puisque même un ouvrier peut avoir un smartphone. Bon, je ne sais pas si ça le rend heureux, hein. Et puis, tout le monde a une voiture, oui, mais on va mourir étouffé avec les gaz d'échappement. Donc, on est dans, alors dans ce qu'un sociologue qui s'appelle
Kluskar, appelle le capitalisme de la séduction. Mmh. Et ça, c'est la grande force du patronat organisé que d'avoir mis en scène, vendu leur système. Voilà. Alors c'est sûr que pour le Parti communiste, c'était plus difficile de vendre, comme il restait attaché à l'Union soviétique, il avait plus de mal à vendre l'Union soviétique comme un modèle à imiter. Oui. Hein. Les Français, ils avaient un peu de mal, ça les intéressait pas beaucoup, on les comprend. Hein. Bah, est-ce que justement, c'est pas ça, finalement, l'échec de la gauche, c'est. Enfin, j'ai un peu envie de dire, ouais, c'est l'URSS en fait. Les gens maintenant sont persuadés que le communisme ne va jamais réussir et que ça sert à rien. Alors, l'URSS, c'est pas l'échec des gauches, c'est l'échec du PCF. Hmm. Le PS n'était pas pour le modèle soviétique, il le critiquait. C'est même ça qui a fait la différence entre PS et PCF. Oui. Voilà. Mais le PS, lui, il a échoué pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'il a abandonné son programme. Hmm. En 1983-84, devant les injonctions de l'Union européenne, devant la dévaluation du franc, enfin la perte de valeur du franc, eh bien, les socialistes ont décidé de jouer la carte monétariste et la carte de l'Union européenne, ce qui impliquait de renoncer à leur programme de lutte contre le capitalisme. Oui. Alors, enfin, techniquement, si je suis la doctrine communiste, il faudrait intégrer quand même l'internationalisme à la doctrine. Donc ça veut dire au moins une construction européenne. Mais vous êtes en train de me dire que la construction européenne, c'est finalement l'agent du capitalisme. Donc si je suis de gauche, je suis Oui, bloqué, je choisis quelle option? Je choisis. c'est compliqué. Si vous êtes de gauche, vous êtes internationaliste, donc ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre pays. Oui. Hein, bon. Et puis pour ma part, dans l'Union européenne, je préfère vivre en France qu'en Bulgarie, par exemple. Un pays qui est gangrené par la mafia. Bon. Et par les anciens staliniens. Bon. Donc, je continue d'aimer mon pays, mais comme je ne suis pas un fétichiste de la nation et que je trouve que c'est bien de faire des grandes entités parce que qui brassent les populations et qui évitent les guerres, eh bien, je suis aussi pour l'Europe. Bon, mais quelle Europe? Oui. Celle d'Ursula von der Leyen, celle de l'euro. Quand je suis de gauche, non. Quand je suis nationaliste, non plus, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez des gens de gauche en 2017. C'est pas la majorité, mais il y a des gens de gauche qui ont voté pour Marine Le Pen à cause de la question européenne, Hmm. contre le néolibéralisme européiste d'Emmanuel Macron. Voilà. Oui. Donc, quand vous êtes de gauche, bah, vous êtes très ennuyé pour lutter contre cette Europe. Et vous êtes d'autant plus ennuyé que l'Europe, elle compte 27 pays et que c'est déjà difficile de lutter dans votre pays. Alors, lutter conjointement avec les Belges, les Lituaniens, les Polonais, les Italiens, les Espagnols et les Danois, bah, c'est pas simple. Hmm. D'accord? Et donc, vous êtes bien ennuyé. Et c'est pour ça qu'aux élections européennes, c'est là qu'il y a le plus fort taux d'abstention de toutes les élections. Ouais. Parce que comme vous êtes ennuyé, bah, vous n'allez pas voter. Donc le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est mal barré, quoi. Bah, le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est bien, mais c'est pas tout à fait la devise de l'Union européenne de Bruxelles. Hein, vous avez remarqué. Oui, oui. C'est plutôt patron de tous les pays, unissez-vous, la devise de Bruxelles. Hein, et Alors tous les lobbies tous les lobbies du monde, unissez-vous. mais justement sur la question européenne, enfin vous dites que bon, le Rassemblement national s'en est servi pour récupérer, on va dire, des électeurs de la gauche. Mais finalement, en fait, j'ai l'impression, enfin, moi je pensais que c'était une question importante pour beaucoup, mais en réalité, si on regarde des gens comme Cheminade ou Asselineau qui proposaient de sortir de l'Union européenne, personne n'a voté pour eux quasiment. Et si on regarde plutôt les personnes d'extrême droite, leur obsession, c'est plus finalement l'immigration des personnes extra-européennes que véritablement, est-ce que la nation française, elle va exister ou est-ce qu'on va avoir une Europe fédérale? Finalement, s'ils avaient une Europe, la plupart, s'ils avaient une Europe fédérale blanche, quoi, on va dire, ça leur conviendrait.
très bien, quoi. Pas sûr, Ah ouais? pas certain. Et puis, vous savez qu'on peut très bien être, contre, l'immigration, mais aussi contre l'Europe de Bruxelles. L'un Oui, bien n'empêche pas sûr. l'autre, hein. Mais ils abandonnent tous la sortie. C Enfin, Zemmour c'est aussi abandonne. une manière, alors, en revanche, justement, c'est ça qui est compliqué. C'est ça que Marine Le Pen a compris, par exemple, par rapport à Asselineau, hein. Parce que pour Asselineau, ce qu'il faut, c'est sortir de l'Europe. Mais il y a toute une série de Français, ils ne sont pas pour l'Europe, mais ils ne sont pas contre non plus. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas envie que, ils ont bien conscience que c'est très bien qu'il y ait des alliances et qu'on évite les guerres et qu'on fasse, Erasmus et compagnie, vous voyez? Oui, Et même à la limite qu'il y ait une monnaie commune, c'est plus simple quand on va en voyage. oui. Donc vous pouvez être à la fois pour et contre, Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire, ouais. hein, voilà. Et donc Marine Le Pen, elle a intégré cela dans son programme et elle ne dit plus qu'elle veut sortir de l'Union européenne. Par contre, si elle était au pouvoir, elle imposerait des mesures politiques sans l'accord de Bruxelles, Mmh. d'accord? Mais elle ne ferait rien pour sortir de l'Union européenne. Mais c'est exactement la même stratégie que ferait Jean-Luc Mélenchon. Alors, ce ne serait pas sur les mêmes lois, hein, bien sûr, hein. Oui. C'est ce que ferait Jean-Luc Mélenchon s'il était président de la République, avec une majorité de députés pour son gouvernement. Euh, il prendrait des mesures qui vont contre les règles de l'Union européenne, mais sans pour autant sortir de l'Union européenne, sans pour autant dire je vais sortir de l'Union européenne. Mmh. D'accord? Pour essayer d'infléchir la nature, la politique faite par l'Union européenne. Ouais, ouais, je vois. Et Hmm. d'ailleurs, en parlant de Marine Le Pen, je crois qu'il y a une liste de parrainage qui est déjà sortie, donc je sais plus, 3000 peut-être, quelques ou 4000. Elle en a que 30 alors que Zemmour doit en avoir une cinquantaine. Est-ce que vous pensez Hmm. que c'est possible que, enfin, disons que Marine Le Pen soit balayée par Zemmour à cette présidentielle et que Zemmour incarne le nouveau camp nationaliste à la suite de 2022, quoi. Ça, c'est difficile de savoir, hein. C'est toujours compliqué parce que les sondages ne nous disent pas tout, hein, sur ce que les Français et les Françaises pensent, Mhm. d'autant que beaucoup de gens refusent de répondre aux sondages. Et puis qu'il y a tous ceux qui répondent aux sondages en répondant ce qu'ils croient qu'on leur demande. Oui. Et sans compter qu'il y a aussi les fanats du sondage, s'ils en font 8 par jour, ils ont un cadeau. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, hein. Donc c'est vraiment très très difficile de prévoir l'avenir. Pour le moment, Marine Le Pen, dans les sondages, bon, pour les gens qui répondent aux sondages, elle reste devant Éric Zemmour, Oui. hein. Parce que la grande différence, c'est que Éric Zemmour, il a du mal à s'adresser aux classes populaires, tandis que Marine Le Pen, elle a un vrai électorat populaire, ouvrier. Elle est élue dans le Pas-de-Calais, qui était une région rouge. Mm. Dans les années 70, à Hénin-Beaumont, dans les élections, hein, j'ai travaillé à Hénin-Beaumont, moi, dans ma jeunesse, quand j'étais au début, j'étais prof de lycée. J'étais au lycée technique d'Hénin-Beaumont pendant les années 80. Vous additionniez communistes et socialistes, et ça faisait 75% des voix, quasiment. Oui. Et aujourd'hui, c'est elle qui est députée. Donc, elle a un électorat populaire. Alors, bien sûr, c'est pas les électeurs qui votaient à gauche dans les années 70 qui votent pour elle parce qu'ils sont morts, hein. Mais c'est les enfants ou les petits-enfants. Oui. Et il y a eu rupture de transmission politique, de transmission de tradition entre les générations. Mais aussi, entre-temps, les mines ont complètement fermé. On est à 20 ou 22% de chômeurs dans le bassin minier, le double du taux national, etc. D'accord? Et donc, les enfants ou les petits-enfants ne voient plus le monde, ne pensent plus le monde comme leurs parents ou leurs grands-parents, et ils ne votent plus de la même manière. Et ils votent pour Marine Le Pen. Mais ils ne voteront pas pour Zemmour, qui est un bourgeois à leurs yeux, qui est un homme des classes moyennes, catholiques, intellectuels, etc. Vous voyez? Mm. Oui, il s'adresse plus Et à donc, l'électorat il n'a pas vert, quoi. gagné encore. Voilà, hein. Il n'est pas vainqueur. Oui. Voilà.
effectivement, oui. Euh, Autrement, je sais pas. Enfin, qu'est-ce que vous pensez fondamentalement enfin, de LREM, du centre en France, de tous ces mouvements-là, parce que, enfin, en général, le centre tente, comment dire, de se placer en ni gauche ni droite, et ça a tendance à plutôt faire ni gauche, si je peux me permettre la formule, quoi. Donc, Absolument. enfin, en Qui est général, une bon, formule qui a déjà été utilisée par d'autres, hein, je moi j'ai vous l'impression que rassure. si on Hein. regardait le programme de Macron, bon, on voyait que c'était un programme libéral économiquement. Enfin, peut-être pas ultra libéral, quoi, mais on va dire, bon, c'était moins libéral que Fillon, quoi, on va dire. Voilà, c'était censé être, mais libéral quand même, et un peu libéral sociétalement. Et après, finalement, on a tendance à qualifier Macron aujourd'hui de plutôt autoritaire et d'assez libéral même économiquement, quoi. Enfin, vous pensez que ça c'était prévisible ou c'est ou pas du tout? Oui, enfin, quand j'ai quand j'écris mon histoire des droites, qui Mhm. paraît en 2017, elle paraît juste avant les élections. Mais naturellement, j'ai pas mis j'ai pas mis le point final la veille des élections, parce qu'un livre, il faut du temps pour qu'il paraisse. Hein. Oui. Donc j'ai fini de l'écrire en décembre 2016, et dans ma conclusion, j'annonce, en gros, avec les formes qu'il faut y mettre quand on écrit, hein, bien sûr, mais j'annonce qu'il va y avoir un deuxième tour, qu'il y aura un deuxième tour Macron-Le Pen. Hein, parce que c'est ce qu'on pouvait sentir. Parce que moi, je n'ai jamais cru que la stratégie de François Fillon pourrait l'emporter. Hein. D'accord. Parce qu'en fait, il reprenait la même stratégie que Nicolas Sarkozy en 2012 et elle avait échoué en 2012, donc Fillon, il allait perdre. Et ça, c'est avant même qu'il y ait les scandales. Hein. Parce que avant même qu'il y ait les scandales, il commence à s'effondrer dans les sondages. Enfin, à s'effondrer. Il se maintient à 20%, mais il n'est pas à 35% comme on l'annonçait. Hein. Bon, donc, le centre. Alors, il s'est présenté comme centriste, Emmanuel Macron. D'abord, il profite du fait que le vocabulaire gauche-droite est compliqué, que beaucoup de gens n'y croient plus parce qu'ils ont vu les droites, ils ont vu les gauches au pouvoir, qu'on fait la même politique, donc tout le monde dit que c'est la même chose. Hein. Ce qui peut se comprendre. Quand vous avez quand vous avez François Hollande au pouvoir ou Nicolas Sarkozy, ça ne change pas grand-chose dans la vie politique concrète et les lois qui sont votées. C'est à peu près la même politique. Sauf le mariage pour tous avec Christiane Taubira, ce qui fait qu'elle sort du lot, enfin qu'elle a une réputation. Hmm. Donc Emmanuel Macron, c'est un monsieur qui arrive justement au bon moment, avec ses soutiens. Un certain nombre de grands patrons qui sont derrière lui, et puis Jacques Attali, etc. Il arrive au bon moment parce que les deux partis, LR et le PS, sont en difficulté. Hein, le PS, il y a Manuel Valls contre Hamon. Au parti à LR, il y a Fillon contre Juppé. Hein. Euh, et donc, il arrive au bon moment et il prend un morceau du PS et un morceau de LR. Mhm. Donc, il emmène avec lui les juppéistes et il emmène avec lui les strauss-kahniens et les hollandais, on va dire. Donc, il emmène les, les juppéistes qui sont des néolibéraux européistes et il emmène les strauss-kahniens qui sont des socialistes devenus néolibéraux européistes. Et avec ça, il rassemble les deux. Et ça fait la République en marche. Avec des gens qui viennent de deux partis différents, mais qui, au fond, ont exactement les mêmes idées et les mêmes projets. Hmm. Et ça se démontre, parce que c'est des mots que je dis, mais c'est aussi matériel, enfin c'est concret. Quand Emmanuel Macron forme son cabinet présidentiel, hein, son secrétariat général, etc., il s'entoure de socialistes strauss-kahniens, ce qu'il était le temps où il était au PS, et il prend comme Premier ministre Édouard Philippe, qui est un disciple de Juppé, et Édouard Philippe s'entoure de personnalités juppéistes. Et donc vous avez bien
une France qui est dirigée par un bout du PS et un bout de LR. Oui. Et ça, c'est tout le quinquennat d'Emmanuel Macron. Avec ça, il se dit centriste, puisqu'il dit j'ai pris un bout de gauche, un bout de droite, et il est ni centriste, il n'est pas centriste, puisqu'il n'a pas pris, des gens de gauche à gauche, il a pris les Strauss-Kahniens, qui sont devenus des néolibéraux européistes. Donc, Emmanuel Macron est un homme de droite qui appartient à la famille des néolibéraux européistes. D'accord, mais concrètement, Okay. vu que, on va dire, beaucoup d'électeurs sont très à droite, il arrive finalement à se placer comme étant plus modéré qu'une grosse partie de la droite. Et vu que Mélenchon n'arrive pas à se démarquer, il y a beaucoup de gens de gauche qui finalement vont dire bon, j'ai voté Oui. Macron. Donc, Oui, alors au second tour, c'est pour éviter Marine Le Pen. oui, Hein. Bon. Mais il y a eu exceptionnellement 4 millions de votes blancs, ce qui ne s'était jamais vu dans aucune élection en France, hein. oui, oui. Hein, quand même. Alors, il y a une différence entre Emmanuel Macron et François Fillon. C'est dans le domaine de la vie, comment dire, sociale, mais pas la vie sociale dans les usines et au travail, mais la vie sociale en dehors du travail, Oui. ce que les journalistes appellent le sociétal. Mais bon, ça ne veut rien dire, c'est du social aussi, hein. Et donc lui, il est plus ouvert sur les questions de mœurs. D'ailleurs, il a épousé son ancienne prof de lettres. Alors que Fillon, lui, il est marié avec une femme qui ne travaille pas. Enfin, officiellement, elle travaille. On a découvert qu'elle travaille, mais on a quand même démontré qu'elle ne travaillait pas tant que ça. Et puis, François Fillon est un catholique pratiquant qui a soutenu la manif pour tous, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Oui. Voilà. Donc là, il y a une différence, hein. Il y a une différence, mais et c'est ça qui peut attirer des gens de gauche pour voter Macron plutôt que Fillon, vous voyez, en 2017. Oui. Surtout après la loi Taubira, hein. Oui, oui. Non, bien Mais sûr. ce n'est qu'un bout du programme, et ce n'est qu'un bout de la vie en société. Le cœur de la vie en société, c'est le travail, et c'est les règles économiques et sociales. Et le cœur de cela, la France est un pays capitaliste qui vit avec les règles du capitalisme, et où les classes dirigeantes sont d'abord structurées autour des grands milieux d'affaires et du grand patronat. Voilà. Et ça, par contre, Emmanuel Macron, il ne le remet pas en cause, hein. Au contraire. Oui. Oui, bah après, bon, le communisme, c'est pas très sexy en France pour la plupart des gens. Même si on a un pays avec pas mal d'États, en réalité, pas mal d'interventions, mais les gens n'aiment pas Et oui, trop. parce que ça, c'est les gauches qui l'ont imposé au fil des luttes. Oui, Front populaire, Libération, 68, 81. Et donc les gauches, quand elles sont arrivées au pouvoir, elles ont imposé aux capitalistes des compromis. Elles les ont fait reculer. Je vous donne juste un exemple, parce que tout ça, en fait, on dit c'est des mots, mais très concrètement, c'est des choses vécues que les individus se rappellent. En 1936, quand Léon Blum, quand la coalition de Front populaire l'emporte aux élections, Léon Blum devient président du Conseil. Bien. Et il y a une grève générale qui éclate pour soutenir Léon Blum, parce que les ouvriers ont peur que les patrons chassent Léon Blum. Bon. Gouvernement de gauche, plus grève générale, on a ce qu'on appelle les accords Matignon, où les patrons sont obligés de céder. Ils acceptent deux choses énormes. Ils acceptent d'augmenter les salaires de 15% d'un coup, et ils acceptent de diminuer le temps de travail de 15%, mm, puisqu'on passe de la semaine de 48 à 40 heures. Et si vous travaillez plus de 40 heures, vous êtes payé en heures supplémentaires, et les heures supplémentaires sont payées beaucoup plus cher que les heures normales. Et le but, c'est justement que ces heures supplémentaires coûtent très cher pour que les patrons ne les utilisent pas et embauchent des nouveaux ouvriers pour lutter contre le chômage. Donc, plus 15% de paye, moins 15% de travail, ça veut dire qu'il y a 30% des bénéfices patronaux, des profits
qui sont emportés et qui passent du côté des salariés. C'est énorme comme redistribution de richesse. Mmh. Et on comprend pourquoi les patrons ont été violemment contre le Front populaire, hein, jusqu'à ensuite soutenir, au moins au début, après ils ont vu que c'était trompé, jusqu'à soutenir en 1940 le régime de Vichy, Oui. qui supprime les syndicats, qui interdit le droit de grève, etc. D'accord. Donc, quand les gauches arrivent au pouvoir, elles imposent des choses. Et après, pour revenir en arrière, c'est plus compliqué. Puis en 1946, les gauches, elles créent la sécurité sociale, elles remettent toutes les lois du Front populaire en place, elles créent les comités d'entreprise, elles nationalisent toute une série d'entreprises. Tout ça, ce sont des mesures qui réduisent le poids du capital en France, qui amenuisent la sphère d'influence du capital sur la société et qui libèrent des secteurs d'activité de cette influence. Mmh. Quand les droites reviennent, elles essaient de les reprendre, mais elles ne peuvent pas tout reprendre d'un coup. Voilà. Et ça, Bon, c'est, sauf depuis 20 ans où elles reprennent tout, quasiment, hein. Bon, mais il n'y a plus de gauche. ah oui, oui, oui. Après, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça c'est le mouvement Sinistre-Gir de Albert Thibaudet, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la gauche arrive au pouvoir, finit par imposer ses idées et devient le nouveau camp conservateur, puis est remplacé par une gauche encore plus radicale. Là, moi, je ne pense pas comme, je ne pense pas comme Thibaudet. Et puis Thibaudet, il pense à ça en parlant de l'évolution de la vie politique au 19e siècle, hein, Oui. où les orléanistes, par exemple, sont devenus républicains, comme on disait tout à l'heure, Mhm. hein. Donc c'est un autre mécanisme qui joue. Et parce que quand les gauches sont au pouvoir, c'est les mêmes, hein, en 36, c'est les socialistes et les communistes. En 46, c'est les socialistes et les communistes. En 81, c'est les socialistes et les communistes. C'est pas d'autres forces qui les remplacent. Oui. Simplement, elles construisent la République sociale, hein, elles ajoutent des pierres à l'édifice. Voilà. Mais, Mais aujourd'hui, l'édifice, il est quasiment détruit. hmm, Il reste la sécurité sociale, mais qui a beaucoup de lézardes, hein, qui est en mauvais état, qui est sur le point de ouais, s'effondrer. vous êtes pessimiste. Non, mais après, donc vous pensez que la gauche peut revenir ou alors ça va être compliqué, quoi. Là, on est mal Ah parti. bah les gauches, elles peuvent revivre. Encore faut-il qu'il y ait une force politique qui se crée pour porter ces idées de gauche et une force politique qui soit crédible auprès des électeurs de gauche, hein. Hmm. Et ça, c'est pas gagné, hein. Mais il faudrait que cette force politique, elle soit communiste, anarchiste, qu'elle fasse un compromis avec le capitalisme. Qu'est-ce qu'il faudrait? Bah, si elle veut être de gauche, il vaut mieux pas qu'elle fasse trop de compromis avec le capitalisme, parce que sinon, ça va pas convaincre les gens de gauche, Oui, hein. Il faut qu'elle soit anticapitaliste, mais il faut qu'elle soit anticapitaliste de façon, comment dire, subtil. ouais, mais subtil au sens de, comment dire, raisonné. Enfin, si vous êtes anticapitaliste et que vous dites je prends le pouvoir et demain j'abolis tout, Oui, personne ne va vous croire. Donc il faut savoir comment on est anticapitaliste. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas être anticapitaliste. Enfin, admettons que, je sais pas moi, Jean-Luc Mélenchon triomphe mhm, aux élections, il l'emporte. Il ne pourra pas appliquer son programme si la société ne le soutient pas. oui, Parce que les classes dirigeantes vont résister. Et donc la politique, c'est pas seulement les élections, c'est les élections, ok, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est autant, sinon plus, la manière dont la société accepte ou refuse le résultat, les lois qu'on impose. oui, Et donc ça veut dire qu'il faut construire une force de gauche capable de, capable de convaincre des millions d'individus et de les convaincre non seulement de voter pour, mais surtout de s'engager dans le combat contre le capitalisme. Et s'engager dans le combat contre le capitalisme, c'est plein de choses, hein. C'est pas seulement aller manifester le samedi, etc. C'est aussi décider d'acheter autrement, voyez, de donner la priorité aux petits commerçants sur Carrefour ou Auchan, d'être, comment dire, accueillant aux migrants,
de militer contre le racisme, c'est tout ça en même temps. Hein. Mmh. D'accepter aussi que les hommes acceptent aussi l'égalité avec les femmes, mais l'acceptent véritablement dans la réalité de la vie quotidienne. Donc être de gauche, c'est pas seulement mettre un bulletin de vote. Hein. Oui, oui. Mais Être de droite, c'est plus facile puisque vous déléguez le pouvoir aux classes dirigeantes qui sont habituées à diriger depuis des siècles et qui savent faire. Hein. Être ah, de gauche, c'est c'est plus compliqué. oui. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais après, en même temps, c'est peut-être, parce qu'il y en a qui aiment bien dire que la gauche est plutôt utopiste alors que la droite est plutôt, réaliste, disons que être de gauche, c'est repenser le monde différemment, donc c'est peut-être plus ambitieux, quoi, et plus risqué aussi, tu vois? Ah, oui, alors encore, ça dépend, hein, être de droite, parce que les néolibéraux qui sont pour le capitalisme, eux, ils n'ont pas besoin d'être utopistes, puisque ils défendent le système comme il est. Oui, Donc ça leur va. Mais les nationalistes, il faut bien qu'ils réfléchissent à la suite, parce que la France n'est pas dans la situation qu'ils rêvent. Donc il faut bien aussi, eux, qu'ils imaginent l'avenir autrement. mmh, Hein. Donc il n'y a pas que les gens de gauche qui doivent imaginer l'avenir autrement, il y a aussi une partie des gens de droite. Hein. Les nationalistes, vous avez toute une série de gens nationalistes qui ne sont pas pour le capitalisme mondialisé. Hein. oui. Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que, on va dire, les réactionnaires séduisent pas mal les jeunes, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes finalement qui sont, entre guillemets, d'extrême droite, même si je sais que vous n'aimez pas ce terme, quoi. Oui, de plus en plus, je Un suis peu pas plus sûr qu'avant, que je ce trouve. soit quand même des masses. Hein. Je suis pas sûr que ce soit les masses Hmm. de la jeunesse. On les voit plus, il y a moins de mouvements de jeunes de gauche, ça c'est clair. Du coup, on a plus tendance à voir les mouvements de jeunes de droite. Mais c'est pas les foules, hein, même. L'Action française, ça représente pas grand-chose. Oui, Hein. bon, ouais, après. Après, les groupes radicaux, genre Génération Identitaire, ou bien les Zouaves de Paris, là, dont on a beaucoup parlé dans les manifestations il y a 2 ans, les Zouaves de Paris, quoi, je sais pas, ils sont 50. Voilà. Oui. Bah, après, c'est peut-être parce que bon, c'est Internet qui, on va dire, me fait voir mal la réalité, mais bon, disons que sur Internet, on a beaucoup de gens qui sont très, 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 très à Oui, droite, quoi. oui, oui, mais la réalité, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut toujours garder son esprit critique. La réalité, c'est pas ce qu'on voit sur son écran, pas Oui, sur son écran de télé non plus, hein, d'ailleurs. Hein. La réalité, on ne la connaît qu'en vivant dans la société, en observant ce qui se passe autour de soi. Et, et c'est pas parce qu'en plus quelqu'un écrit un tweet que oui, toutes les bien sûr. personnes qui lisent ce tweet sont convaincues. Oui, oui, non, c'est clair. Hein. Voilà. Heureusement, d'ailleurs. Oui, oui, malheureusement, oui. Non, mais après, Heureusement. c'est surtout en termes, en fait, en termes d'abonnés, par exemple, si on regarde sur YouTube, généralement, les gens de gauche, enfin, de gauche radicale font plutôt, je sais pas, du 10 000 abonnés, voire 100 000 maximum, alors qu'on a des gens de droite qui arrivent parfois à 700 000 abonnés ou des trucs comme ça. C'est- Oui, 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 bah oui, oui. Mais c'est aussi peut-être parce que ça passe pas par les mêmes canaux d'information. Oui, Les, les gens n'ont pas les mêmes cultures politiques et cultures tout court, donc ils ne fonctionnent pas de la même manière. Mais ça, c'est très compliqué à mesurer. Il faudra des études sociologiques très précises pour vraiment pouvoir mm. le quantifier. Hein. Oui, c'est sûr. Et autrement, qu'est-ce que vous pensez des candidats de la droite à la présidentielle ou même des candidats en général? Enfin, la primaire des Alors, qu'est-ce que j'en Républicains, par pense? exemple, j'ai eu l'impression que c'était un peu toujours les mêmes sujets, quoi, c'est-à-dire immigration, sécurité, baisse Hmm. d'impôts, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, enfin voilà, c'est la surenchère finalement à la droite, quoi. Il faut aller à droite toute. Oui, alors, euh, ça s'explique. Vous avez vu que dans le vote interne des adhérents, les 140 000 qui ont voté là, Mhm. les 140 000 adhérents qui ont voté à LR, et il y avait 60% pour Valérie Pécresse et 40% pour Ciotti. Éric Ciotti. Mhm.
Or, Éric Ciotti, comme il l'a dit lui-même, au second tour, voterait plutôt Zemmour que Macron, hein, et donc Éric Ciotti, il est plutôt nationaliste. Alors que Valérie Pécresse, elle, c'est une jupéiste ou une macroniste. Mmh. Voilà. Elle était dans l'équipe qui entourait Alain Juppé quand il a mis en place l'UMP en 2002. L'UMP qui est devenu LR ensuite, en 2016, 2015, j'ai un doute. Donc, le parti LR est divisé en deux tendances. Inégales, mais deux tendances quand même. Et ça tient au fait que Nicolas Sarkozy, c'est un peu compliqué à comprendre, enfin, j'essaye d'expliquer. Mmh. Quand en 2002, Jacques Chirac et Alain Juppé décident de créer l'UMP, c'est-à-dire de fusionner L'UDF et le RPR. l'UDF giscardienne et le RPR chiracien. Mmh. Et ils fusionnent des néolibéraux. Ils fusionnent les chiraciens, les tendances pasquois, nationalistes, ils sont déjà partis. Ils fusionnent les chiraciens juppéistes, ils fusionnent les démocrates chrétiens et ils fusionnent les giscardiens. C'est des néolibéraux européistes qui sont d'accord sur l'essentiel. Petite nuance qui les sépare, mais ils sont d'accord sur l'essentiel. Ça fait l'UMP. Et pour Alain Juppé, ce parti, il devait petit à petit s'élargir à gauche en récupérant les strauss-kahniens, Mmh. ce que fait Macron, en récupérant les néolibéraux européistes de gauche qui n'étaient plus de gauche, voilà, qui étaient en train de devenir de droite, de devenir néolibéraux européistes. Mais Alain Juppé doit abandonner la direction de l'UMP en 2004 parce qu'il y a le procès des emplois fictifs de la mairie de Paris, c'est lui qui paye pour Jacques Chirac, hein, donc il est interdit de vie politique pendant un certain temps. Et donc c'est Nicolas Sarkozy qui prend en main l'UMP. Et lui, il décide une toute autre stratégie, plutôt que d'aller récupérer les socialistes strauss-kahniens, il décide d'aller récupérer les voix du Front National. Mmh. Et donc, il ajoute à son programme néolibéral européiste, il ajoute tout un versant nationaliste identitaire. Donc avec des discours terribles contre les immigrés, le Karcher, tout ce qu'on veut, voilà. Et puis avec un ministère de l'identité nationale qu'il crée en 2007. Voilà. Et sur cette base, il a récupéré 1 million de voix le péniste en 2007. Il y a des électeurs le pénistes qui finalement ont dit bah, c'est mieux de voter Sarkozy parce qu'au moins il va appliquer les choses. Hein, alors que Le Pen, il n'a aucune chance d'être élu. Et il y a des dizaines de milliers d'adhérents qui sont arrivés, nationalistes, qui sont arrivés dans l'UMP et qui n'avaient pas la même culture politique que les autres, que les démocrates chrétiens, les giscardiens, etc. Et donc le parti a des tendances. Voilà. Et si on veut garder l'unité du parti, bah, c'est compliqué à cause de Nicolas Sarkozy, et on le voit bien actuellement, puisque d'un côté il y a Pécresse, de l'autre côté Ciotti, et c'est presque deux moitiés égales. Oui. Et donc le parti est menacé d'explosion. Il est menacé d'explosion. Alors, pourquoi il n'explose pas? Bah parce que, quand même, un homme comme Éric Ciotti, il a compris que s'il voulait être réélu député, il avait plutôt intérêt à soutenir Pécresse que Zemmour. Bon, parce que sinon, son mandat de député, il ne le retrouvera pas. Bon. Mais c'est un peu limite, quoi. Hein. Mmh. C'est pas gagné. Et donc, on a un parti qui est profondément divisé. Voilà. Et si jamais il éclate, eh bien, il va devenir comme le PS, c'est-à-dire un tout petit parti croupion, ce qui est en train de devenir le PS, qui a déjà éclaté, lui, Oui. puisque les amonistes Hamon sont partis chez Jadot, en gros, hein, et puis tous les Strauss-Kahniens et Hollandais sont partis chez Macron. Mmh. Mais est-ce que Jadot, par exemple, c'est pas. Enfin, certains vont dire que c'est un libéral, un européiste finalement, qui accepte de s'accommoder avec l'Union européenne néolibérale. Donc, Oui, alors il s'en accommode et il n'a pas envie d'en sortir, ça c'est clair. Il est pour l'Europe, hein, parce qu'il croit que il n'a pas forcément tort. Hein. Quand je dis il croit, c'est pas parce que je veux dire qu'il a tort. mmh, Il croit que les mesures écologistes ne peuvent être prises efficacement qu'à l'échelle communautaire. mmh, Ce qui n'est pas idiot du tout, hein, loin de là. Mais
par la même occasion, en acceptant ce jeu européen, il rentre dans une logique qui n'est pas écologiste d'abord, mais néolibérale. Oui. Et donc c'est compliqué. Parce que faire de la politique, c'est faire de la politique avec le rapport des forces comme il est. On a des idées, on veut faire passer des idées, mais comment on fait concrètement pour réussir? On va pas d'abord faire table rase du monde et puis appliquer son programme, hein. Mmh. Oui, oui. Il faut faire, comme disait le général de Gaulle, il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Mmh. Alors, comment on analyse ces réalités? Comment on s'en accommode? Comment on les contourne? Eh ben, c'est la stratégie politique et ça dépend des hommes et des partis. Est-ce que Et c'est le fait, compliqué. enfin, par exemple, on voit des multiples candidatures à gauche. Par exemple, si on prend l'exemple du NPA, il y a Poutou qui fait, allez, disons, 1 ou 2%, et il y a encore une scission au sein du NPA avec Anas Kazib. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment aller dans la réalité, ça, de proposer un programme, on va dire, assez communiste, et en même temps de se diviser alors qu'on fait déjà 2%, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas Mmh, soutenir Mélenchon pour être dans la réalité finalement? mmh. Alors, c'est un problème. Oui, alors soutenir Mélenchon, mais le problème, on l'a dit tout à l'heure, c'est que Mélenchon, il est pour Oui, Poutine, Chavez, etc. Bon, donc, il y a des gens de gauche qui ne peuvent pas le faire. Bon. Alors, ce que je crois d'abord, c'est que la candidature du NPA, Philippe Poutou, euh, n'a jamais dit qu'il prétendait être président de la République. Il a bien compris qu'il ne le serait pas, mmh, hein. Donc là, on est dans le registre des petits candidats. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres, hein, Nathalie Arthaud, d'autres, etc. Euh, on est dans le registre des petits candidats qui utilisent la campagne électorale pour faire entendre leur point de vue. oui, C'est une tribune, donc c'est autre chose. Quant à la scission du NPA, en fait, c'est une fausse scission, puisque quand le NPA s'est créé en 2009, 2008-2009, ça a été une création très longue, voilà, très discutée, beaucoup de débats, etc. Euh, à partir de l'ancienne LCR, Ligue communiste révolutionnaire, donc ça s'est ouvert à d'autres, hein. Il y a le petit parti du scissionniste, là, révolution permanente, qui a oui. décidé de rentrer dans le NPA comme un coucou, Mmh, on va se mettre dans le nid, hein. Et il a formé une tendance, il y a le droit de tendance dans le NPA, donc il a formé une tendance. Il a profité de l'argent lié à la tendance pour développer sa politique à lui tout seul. Mais cette tendance n'a jamais suivi la ligne générale du NPA. Ils ont toujours été à part, d'accord. hein. Et ils ont décidé de profiter de la campagne électorale pour se faire connaître, parce qu'ils avaient un candidat qui était, comme on dit, de l'immigration deuxième génération, et puis cheminot, ouvrier, tout ce qu'on veut, voilà. Bon. Donc un candidat qui allait parler à la jeunesse populaire, et donc ils ont décidé de partir euh, pour mener campagne. Mais en fait, c'est une scission sans en être une, puisqu'ils n'ont jamais vraiment fait partie du NPA, Mmh. hein. Ils en ont profité, mais ils n'ont jamais joué le jeu du NPA. Voilà. Donc c'est un peu particulier, cette candidature, qui d'ailleurs probablement n'aura pas ses 500 signatures. Ouais, parce que Et donc s'arrêtera. Voilà. Bon. à gauche, ça a l'air un peu compliqué. Par exemple, je crois qu'au PCF, je sais plus, il y avait les soutiens de Roussel avaient déposé une motion qui avait fait, enfin, qui avait renversé ceux qui étaient à la tête du parti. Enfin, il y a l'air Pierre d'avoir des jeux de Laurent. pouvoir compliqués à gauche, alors que c'est des partis, enfin des micro-partis, j'ai envie de dire. Alors qu'à droite, on sent plus. Oui, Enfin, je oui. sais pas, on arrive à avoir finalement, comme vous le dites, des néolibéraux et des nationalistes qui se mettent dans un même parti pour servir leurs intérêts, on va Voilà. dire, et leur place, quoi. Alors, c'est compliqué aussi la vie politique pour ça. Alors, d'abord, il se passe des choses dans les grands partis qu'on ne connaît pas forcément, alors que dans les petits partis, il y a moins de moyens pour étouffer les affaires, hein, enfin pour étouffer ce qui se Mm. passe, Ouais. pour étouffer les tensions, etc. Bon. Mais c'est le problème aussi de la vie politique, c'est que normalement, faire de la politique, c'est s'intéresser au collectif, imaginer l'avenir de tout le monde ensemble, voilà.
fabriquer des programmes à la fois positifs et crédibles. Bon. Mais la politique, c'est aussi avoir le pouvoir, être élu, être vu, exercer le pouvoir. Mmh. Voilà. Et il y a des individus bah, qui aiment le pouvoir, et c'est plus facile d'être vu à la télévision et de se présenter si vous êtes à la tête d'un petit parti que d'un grand. Parce que dans un petit parti, vous avez plus de chances d'arriver à être le premier. Mmh. Voyez, et donc à être en vue et à exercer le pouvoir sur votre petit parti et à être médiatisé, etc. Et donc, comment dire, les divisions au sein des partis, c'est pas une nouveauté, hein, ça a toujours existé. Hein. Mais tous les partis ne les gèrent pas de la même manière. Vous avez des partis avec des tendances organisées, et puis d'autres où il n'y a pas de tendance admise. Et donc vous Et donc, pensez, à ce moment-là, les problèmes ne peuvent se résoudre que par des crises et des scissions. ouais, et à gauche, donc il y aurait une guerre d'ego un petit peu, alors que la gauche, c'est le Oui, collectif? à droite aussi, hein. Oui, 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 bien sûr, mais c'est vrai Hein. que généralement, on a plutôt tendance à dire il faut que se ranger derrière le collectif, il faut pas avoir la tendance à la droite, enfin qu'à la droite à monarchiser entre guillemets les choses. Oui, bah oui, mais sans doute que beaucoup de gens de gauche sont contaminés par ce système électoral, cette constitution qui donne un poids énorme au président de la République. Mm. Hein. Je pense que là, pour revenir, pour reconstruire une vraie démocratie en France, une des toutes premières mesures qu'il faudrait prendre, c'est de supprimer l'élection du président au suffrage universel. C'est évident. Hein. Ah oui. Voilà. C'est Mais alors c'est si on faisait un une suffrage chose, universel, enfin une chose fondamentale. Ouais. si on faisait un suffrage universel indirect, ce serait mieux, vous trouvez, que direct? Je sais pas, d'abord, on n'a pas forcément besoin d'un président. Ouais. Bon, on peut trouver des tas de solutions, hein. Après, là, c'est l'imagination au pouvoir. Mais oui, la France a eu de 1870 à 1959, à 1900 même 65, la France a eu un président de la République qui n'était pas élu au suffrage universel. Bon, Mm. elle n'en est pas morte. Hein. Oui, oui. Voilà. C'est c'est tout à fait envisageable. Et puis, les Allemands n'ont pas de président élu au suffrage universel. Bon, l'Allemagne, c'est pas une infâme dictature ou un pays complètement effondré. Hein. Non, bien sûr, je vois où vous voulez en venir, mais est-ce que dans la tête de certaines personnes, dire par exemple, je sais pas, une monarchie constitutionnelle, ça apparaît plus de gauche finalement, et plus démocratique que élire le président au suffrage universel direct, ça va pas un peu enfin, les embrouiller, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils racontent, c'est pas possible. Ce ne serait pas une monarchie, Oui, puisque d'abord, c'est pas un monarque, et puis qu'il n'aurait pas beaucoup de pouvoir. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est par exemple la reine d'Angleterre, elle a moins de pouvoir que Oui, le président oui. français. Ah bah oui, ça, elle a beaucoup moins de pouvoir que le président français. Ça c'est clair. Hein. Euh, mais nous n'allons pas avoir un souverain qui hérite, qui transmet son titre de parent à enfant. Hein. Hmm, On ne va pas avoir ce système-là. Un président, bah, comme en Italie ou comme en Allemagne, voilà, oui, qui arbitre, qui représente le pays à l'extérieur, tout ça, mais qui est élu par le Parlement ou par un collège électoral restreint. Bon. C'est surtout ses pouvoirs qu'il faut réduire. Hein. et C'est alors, ça qui est fondamental. ouais, mais Parce est-ce que que. lui, il peut dissoudre le Parlement, le Mhm. président peut dissoudre le Parlement, alors que le Parlement ne peut rien contre le président. Donc, il y a Oui, une inégalité de pouvoir entre l'exécutif et le législatif qui est énorme. mais après, Tandis techniquement, qu'au le Parlement Royaume-Uni, peut, ouais, peut dissoudre le gouvernement, techniquement. et le gouvernement, mais pas le président. Oui, Or, c'est le président qui gouverne, puisque notre système avec le quinquennat en plus, et puis l'inversion du calendrier électoral, fait que le Premier ministre, on pourrait s'en passer. hmm, oui, c'est vrai. C'est pas lui qui gouverne. Il met en œuvre et en musique la politique décidée à l'Élysée. Hmm.
Ce qui n'était pas le cas avec De Gaulle, hein. Bon. Oui. Où le président ne s'occupait pas de tout. Et c'était Georges Pompidou qui menait la politique quotidienne. C'était pas Charles de Gaulle, hein. Hmm. Mais dans un régime parlementaire, enfin, généralement, il n'y a pas trop de séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Bah, si, il y a une séparation. Il y a l'exécutif et le législatif, simplement. Le législatif peut agir sur l'exécutif en mettant en minorité le gouvernement, et l'exécutif peut agir sur le législatif en pouvant dissoudre le Parlement. Ouais. Voilà. Mais les deux pouvoirs sont séparés. Aux États-Unis, les deux pouvoirs sont séparés et ils ne peuvent pas agir l'un sur l'autre. Hmm. Le Oui. président ne peut pas dissoudre le Congrès, et le Congrès ne peut pas, sauf procédure très particulière, renverser le président. Alors C'est justement, un autre système encore. dans l'idéal, c'est mieux le régime présidentiel des États-Unis ou alors un régime parlementaire à l'allemande ou à l'italienne. Je n'ai pas d'idée, il y a des tas de choses possibles, et après ça dépend aussi des traditions nationales, et puis il y a des tas d'autres solutions possibles, hein, des tas de solutions intermédiaires, et puis il faut voir aussi Oui. comment on articule, c'est ça qui est aussi très important, comment on articule le pouvoir à l'échelon national et aux échelons locaux, et puis il faut voir aussi comment les citoyens peuvent eux-mêmes intervenir, c'est-à-dire avec les référendums révocatoires éventuellement, ou les référendums d'initiative citoyenne. Donc il y a des tas de choses à penser, c'est assez compliqué, hein. Et je ne vais pas proposer une constitution toute faite. Non, bien sûr. Non, mais c'était juste comme vous avez J'ai lancé le quelques sujet. idées, mais voilà. Ah, bah, c'est bien, au moins vous avez quelques idées. Oui, bah, comme vous, j'imagine, hein. Ouais, moi je sais pas, non, je vais pas dire que je vais révolutionner le monde, ce serait trop prétentieux quand même. Mais moi non plus, hein, je ne vais pas le révolutionner. Ce qui est sûr, c'est que pour refaire les institutions, il Hmm. ne faudrait pas les faire de façon bâclée, mais il faudrait que ce soit dans le cadre d'un grand débat national conclu par un référendum constitutionnel. D'accord. Voilà, hein, pour que la population adhère à ces nouvelles institutions. Donc un processus long et Oui, démocratique. La démocratie, c'est long, toujours. mais les institutions, enfin, on a bien vu, De Gaulle, c'est ce qu'il a fait. Finalement, il a réussi à imposer une république qui était plus bonapartiste que, que la quatrième. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir une république encore plus réactionnaire, même avec le vote du peuple, quoi. Bonapartiste, je suis pas sûr que ce soit Enfin, en tout cas, le une mot. espèce de Moi, monarchie. voilà. Mais il a imposé une république où le président de la République est au centre des institutions, alors que sous la quatrième ou sous la troisième République, c'était le Parlement qui était au centre des institutions. Oui, Euh, et donc, on est passé d'un système où c'était 900 personnes qui étaient au cœur du pouvoir à un système où c'est une personne. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit un progrès, hein. mm, Mais ça s'est fait de façon complexe pour des raisons très particulières, dans un contexte spécifique, tout ça. Bon, compliqué, hein, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le contexte de Gaulle. oui. Et d'ailleurs, la constitution qu'il a faite a beaucoup évolué, c'est plus la même, hein. Elle a été changée 23 ou 24 fois. Il y a eu 23 ou 24 modifications de la Constitution depuis 1958. Mm. Et l'esprit dans lequel c'est utilisé, avec le quinquennat et l'inversion du calendrier, n'a plus grand rapport avec la Constitution telle que Michel Debré l'avait conçue, hein. Oui, oui, c'est sûr. Autrement, j'aimerais vous poser une dernière question, c'est savoir Une dernière, oui. pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement à ce sujet d'études-là, pourquoi vous êtes spécialisé en fait dans l'étude des droites en particulier, comment vous êtes arrivé à ce cheminement? Alors, moi je fais de l'histoire, je ne sais pas trop, mais c'est une discipline qui m'intéresse, me passionne depuis très longtemps, depuis je crois que je suis en quatrième, je crois. Pourquoi? Après, pourquoi dans la vie des enfants et des ados, on décide qu'on aime telle chose et pas telle autre? Très compliqué.
hein, de dire. Bien sûr, les profs qu'on rencontre, ça joue, mais il n'y a pas que les profs. Pour l'histoire, on rencontre pas l'histoire dans sa famille, quand on est une famille populaire, mais à l'école, bon, bien sûr. Heu, Après, pourquoi de l'histoire politique? Parce que, très vite, je suis né en 56, donc je passe mon bac en 73, donc on est dans l'après 68, voilà. Quand je suis adolescent, je deviens un militant syndical et politique. Mmh. Et donc je m'intéresse à l'histoire politique. Ça m'intéresse. Voilà. Mais en même temps, je me dis que c'est très important, moi qui suis de gauche, on ne va pas rentrer plus dans les détails, ça n'est pas palpitant hein, de savoir ma vie militante. Ça n'a aucun intérêt en plus là. Mais moi qui suis de gauche, je me dis que je n'ai pas envie de travailler sur ceux et celles que je côtoie tous les jours. Euh, pour mettre un peu de distance, hein, et parce que moi, je trouve, et je sais, venant d'une famille de droite, je sais que les droites, ça existe aussi, et qu'il y a des gens parfaitement respectables à droite, hein, et que, en plus, c'est les droites qui gouvernent en général. Bon, les gauches, c'est pas souvent. Mmh. Et que ça vaut donc la peine d'étudier les autres. Voilà. Et comme à gauche, ça n'intéresse personne d'étudier les droites, je gagne une grande liberté de travail parce que personne va m'ennuyer et venir me dire que ce que j'écris, c'est pas ce qu'il faut, etc. Vous voyez. Mmh. Parce que les gens de gauche, ils connaissent pas les droites, en général. J'exagère à peine, hein. Oui, oui, oui. Euh, et donc voilà pourquoi je m'intéresse aux droites et petit à petit, bah après c'est le hasard, hein, des études, des rencontres. Voilà, je fais mon DEA, master, ça s'appelait DEA quand j'étais jeune, avec René Raymond, etc. Bon, voilà, c'est à Normal Sup, j'ai Serge Versten comme professeur en histoire contemporaine, vous voyez. Donc après c'est le hasard des rencontres, c'est la vie. Faut pas croire que tout est programmé à l'avance, hein. Oui. Il y a plein de moments dans la vie où il y a des aiguillages, et puis en fait, on fait quelque chose, mais on ne l'a pas vraiment choisi, ça s'est fait comme ça, hein. Bon, après, on essaie de reconstruire, d'analyser, on n'accepte pas, on poursuit, on veut changer de chemin, mais bon, moi, en tout cas, ça fait très longtemps que je veux faire de l'histoire, depuis que je suis tout petit, comme on dit, hein, enfin, pas tout petit, mais presque. Et ma vie militante fait que c'est l'histoire politique qui m'intéresse. Voilà. Et est-ce que ça a fait enfin, évoluer vos positions ou ça les a confirmées? Parce que, bon, par exemple, moi, enfin, on va dire, maintenant, je traîne pas mal sur des chaînes de gauche, je regarde pas mal de contenu, j'échange avec pas mal de gens de gauche, justement. Ça m'intéresse et ça fait un peu évoluer mes positions. Et donc, est-ce que vous, en- finalement, en côtoyant les droites et l'histoire des droites, vous avez changé en vous disant, bah finalement, il y a peut-être des choses intéressantes chez eux, ou alors pas du tout, vous vous êtes dit, bah, c'est encore pire que à quoi je m'attendais, et je comprends pourquoi est-ce que je suis de gauche, quoi. Bon, d'abord, les droites, il y a tellement de choses à droite, il y a beaucoup de familles politiques de droite, donc elles ne se ressemblent pas toutes, hein, c'est comme à gauche, Hmm. hein. Donc, ils sont pas tous mauvais. Voilà, il y a des gens formidables de droite, j'ai des amis, des collègues, des amis de droite que j'aime pour un certain nombre plus que des gens de gauche. Voilà. Et ce qui compte pour moi beaucoup, c'est que dans la vie citoyenne et militante, euh, je ne mélange pas, je ne fais pas une histoire, je n'écris pas une histoire militante. Mhm. C'est plutôt, c'est l'historien qui est citoyen. Voyez, et ce qui me met des limites. Il y a des choses auxquelles je ne peux pas croire, que je ne peux pas dire, que je ne peux pas faire, parce Mhm. que je suis spécialiste des droites et que je suis historien et que eh ben, je sais que dans le militantisme, on n'a pas le droit de faire ou pas le droit de dire, ou que c'est complètement idiot de le faire ou de dire. Voilà. Donc c'est plutôt ma vie d'historien qui m'influence. Je sais pas, on va pas dire me modère ou me tempère, mais me cadre, hein, me donne Oui. des cadres, un esprit critique, l'esprit critique des historiens, vous voyez.
hein. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas d'idées et voilà, et que j'ai pas des engagements forts et tout ce qu'on veut, mais c'est raisonner d'un point de vue d'historien. Voilà. OK, Et je ne mélange pas, quand j'écris de l'histoire, je ne fais pas du militantisme. Voilà. d'accord. Ouais, non, mais pour le coup, c'est bien, J'étudie les droites pour ce qu'elles sont, hein, voilà. je trouve que c'est bien d'essayer d'être neutre quand même, mais bon, après, vous reconnaissez quand même vos Neutre, biais, donc ça je va. ne sais pas si c'est être neutre, c'est je fais de l'histoire avec la méthode historique. Mmh, Vous voyez? Hein? Et ça veut dire que je ne vais pas me fermer les yeux. Si je vois quelque chose qui va me déplaire par rapport à mon militantisme, je ne vais pas me fermer les yeux parce que ça va me déplaire. Je vais le regarder comme historien. ouais, Hein, voilà. OK. Bah, merci beaucoup pour cet Voilà. entretien, c'était très intéressant, merci d'avoir pris le temps de répondre à ma demande et 2 heures, bah, écoutez, c'était très original parce que je n'ai jamais fait cette expérience, ah hein, ouais? et on ne se connaissait pas, on va tout dire à ceux qui vont nous entendre après, on ne se connaissait pas avant cet entretien. C'est vrai. Mais voilà, j'ai voulu tenter, je me dis que aujourd'hui les moyens de communication évoluent. Moi, je suis un vieux, hein, mais c'est Bon, ça l'occasion. va. Et ce qui m'a plu surtout, c'est l'idée qu'on allait parler longtemps. Voilà, Oui, parce que ce qui est terrible dans le journalisme actuel, je, je m'entretiens avec beaucoup de journalistes, hein, voilà, régulièrement, puis à l'approche des élections, ça augmente encore, mais c'est toujours très court. Il oui, faut toujours que ça aille vite, et on n'a jamais le temps de développer. Voilà. Donc là, j'espère que, avec toutes les questions compliquées que vous m'avez posées et le temps que vous m'avez laissé pour répondre, eh bien, les gens qui nous écouteront pourront peut-être un peu mieux comprendre ou un peu moins mal comprendre la situation politique chaotique dans laquelle on est aujourd'hui. non, mais je pense que vous avez raison, enfin, je trouve que les journalistes ont tendance à faire des interviews assez courtes, avec des spécialistes parfois. Alors, je suis étonné encore avec un homme politique, bon, éventuellement, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'avec quelqu'un qui maîtrise bien son sujet, il y a quand même des choses à dire. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai tendance à parfois plutôt consommer des choses qui durent longtemps. euh, et donc, c'est vrai que je voulais proposer plutôt quelque chose voilà, où on prend le temps, où on n'est pas, ça fait 20 minutes, bon, bah, c'est terminé maintenant. Mais bon, donc j'espère que voilà, les gens Voilà, auront apprécié et auront appris plein de choses. Et j'espère. Et maintenant, ça fait 2 heures, donc on va s'arrêter quand même. ouais. Bah, merci à vous, hein, passez une Bon, excellente fin de bah, journée. merci aussi à vous, hein. Et puis, bonne fin de journée. Merci, au Allez, revoir. au revoir.